La mine de Monéo bloquée depuis ce matin par l'association Merari. Un engin est tombé dans le lagon. Elle dénonce un risque de pollution que pourrait engendrer un engin minier tombé dans le lagon. La direction de Balande parle-t-elle de vandalisme? Explication dans ce journal. Des mots pour guérir la violence, c'est le principe que s'est fixé l'association Communication Pacifique. Elle organise des conférences et formations sur le territoire. Que propose-t-elle concrètement, notamment sur les faits de violence dans nos écoles? Réponse ce soir avec Betty Brunet, présidente de l'association Communication Pacifique. Défilé militaire, feu d'artifice, tout se met en place pour les festivités du 14 juillet. Ce soir, nous assisterons à la répétition militaire des forces armées de Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, pour nous le faire vivre, Falaï est en direct de Nouméa. Et dans votre feuilleton, nous vous montrerons comment un dock rempli de feux d'artifice est contrôlé. Je vous le disais, la mine Cabocage de Monéo est à l'arrêt technique. Depuis ce matin, elle est bloquée par l'association Merari. L'objet du blocage, ils craignent un risque de pollution que pourrait causer un engin de 30 tonnes tombé dans le lagon. Ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. Aujourd'hui, la direction de Balande, concessionnaire de cette mine, s'est rendue sur place. Selon elle, cette chute est le résultat d'un acte de vandalisme. Le reportage d'Océane Zobler. L'hydrocarbure, on voit dessus, regarde, voilà les huiles qui viennent là, regarde. Ça, je voulais que le plongeur il vienne pour voilà, là, tu as les bulles dessus là. Regarde les bulles à la surface de l'eau. Florent est ici depuis hier. Pour cet habitant de Ponériouin et responsable de l'association, ce fait endommage lourdement le lagon. On est déjà mercredi, voilà. L'huile elle s'échappe. Après, et donc quand c'est pas retiré, nous on a été clair avec la société Balande, c'est tant que la machine va rester sous l'eau là, ici là. Tant qu'elle n'a pas sorti, il n'y aura aucune activité sur la mine. C'est-à-dire que la mine, elle est arrêtée. Un littoral qu'il faut protéger afin d'éviter que la biodiversité ne se perde. Ici, on a ce qu'ils appellent une gestion participative entre les associations environnementales et les personnes qui vivent depuis des générations de cet écosystème. Tu peux voir un peu, regarde, à côté de Louisiane, regarde. Ça, c'est une espèce de loterie. On est dans notre supermarché. On vient prendre, Louisanne, elle vient prélever ce qu'elle a besoin pour la maison. Et puis, ça lui suffit. Pour nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants plus tard, ils n'auront plus rien, quoi. Si, voilà, il y a la pollution et puis avec la machine qui est en bas, c'est... Quelques heures plus tard, le filet de protection arrivé de Nouméa est installé. Pour le directeur de Balande, cet acte est condamnable et incompréhensible. Les moyens sont mis en œuvre afin d'éviter plus de dégâts. Chose que je souhaite, c'est de ne plus jamais revoir ça. C'est un acte inadmissible, incompréhensible. Voilà, on se pose énormément de questions. Ça, c'est l'enquête de gendarmerie qui nous permettra de peut-être un jour d'appréhender les coupables et de comprendre. Voilà, moi, ce que j'espère maintenant au plus vite, c'est qu'on sorte de cette situation de crise, qu'on renfloue le plus vite possible cet engin. Pour nous, il est perdu, peu importe. Aujourd'hui, il faut minimiser au maximum l'impact de cet acte de vandalisme, encore une fois, dont nous sommes victimes aujourd'hui. Pour l'heure, on ne sait pas quand le bulle pourra être retiré de l'eau. Autre actualité liée à l'environnement, un porte-conteneur de 184 mètres s'est échoué sur les récifs d'Huron, situé au sud-est de l'île de Marais. Un conteneur provenant de Papeete. L'accident s'est produit cette nuit à 1h du matin. Aucune victime ni blessée lors de l'échouement est à déplorer, ni de pollution détectée selon le communiqué des FANC de Nouvelle-Calédonie. Des mots pour guérir la violence. Est-ce que la communication peut être la solution à toutes les formes de violence? Pour répondre à cette question, l'association Communication Pacifique organise des conférences, mais aussi des formations aux personnes intéressées par cette problématique. Mais qu'est-ce que c'est? Réponse de Vanessa Kédé. La communication non violente est une méthode de communication, c'est un art de vivre. C'est en tout cas les mots du père fondateur Marshall Rosenberg. Tous les êtres humains naissent girafes.
Elle te plaît? Ouais, hein. Tu veux que je te la prête pendant la conf? Ah, ça te ferait plaisir? Tiens. Alors, Marshall Rosenberg a choisi la girafe comme animal symbole de la communication non violente. Pourquoi? Parce que la girafe, elle voit les situations d'un certain point de vue et elle se dit « Oh là là, si cette dame commence à dire à son compagnon « Non, mais attends, t'as vu quand t'insultes les gens ?» Ou la girafe, elle se dit « Peut-être ça va avoir des conséquences dans la relation. » Donc la girafe, elle voit les choses avec une certaine perspective. La girafe, sur Terre, c'est l'animal dont le cœur est plus musclé. Donc quand on parle de la communication non violente, on parle aussi d'une forme de communication bienveillante, c'est-à-dire qu'on va voir les situations avec bienveillance, avec le cœur. C'est comme une communication qui va muscler notre cœur. La communication non violente s'adresse à toute personne de tout âge, désireuse d'améliorer sa relation avec elle-même et autrui. Elle nous propose, dans des situations de désaccord, de tension, voire de conflit, une trame concrète pour maintenir le dialogue et rechercher ensemble une solution créative. Moi, quand j'entends mon partenaire ou un automobiliste me traiter de connasse, waouh! Effectivement, peut-être que vous vivez ça à ce moment-là comme une insulte. Et moi, quand j'entends ça et que je suis dans ma voiture ou sur ma moto, je peux le vivre effectivement comme une insulte. Donc, on va voir que si je dis à la personne, oh ben franchement, là, quand t'insultes la voisine, à dire, mais comment ça, je l'insulte, moi, je m'exprime. Et peut-être que pour cette personne, c'est une forme de poésie. Là où vous, ben, c'est pas tout à fait le Baudelaire que vous connaissez. Mais si vous reprenez les termes précis de la personne, alors on est au moins d'accord sur le départ. Les principes de la communication non violente résident dans le dialogue, l'écoute et la bienveillance. Alors bonsoir Betty Brunet, vous êtes la présidente de l'association Communication Pacifique. Alors on vient de le voir sur l'encadré précédent, les mots écouter, dialogue, bienveillance. Est-ce que vous définiriez, vous, la communication non violente par ces mots ? Eh bien oui, tout à fait. Effectivement, l'écoute dans un premier temps va vraiment être à la base de ce processus. L'écoute de soi et voir un petit peu comment déjà on peut écouter nos sentiments, les relier à des besoins qu'on a à l'intérieur. Et puis également voir après pouvoir l'exprimer à l'autre, lui dire ce qu'on ressent, ce dont on a besoin. Et ensuite, dans le dialogue, ça va être aussi de recevoir ce que l'autre nous dit dans cette approche empathique et bien évidemment bienveillante. Alors, l'actualité de ces derniers jours a montré les violences faites à l'école. Par exemple, ce jeune qui a agressé un professeur avec un couteau. Quelle solution proposez-vous ? Donc là, la solution, c'est justement de proposer des formations pour que on apprenne à communiquer. La réalité, c'est que l'association est créée depuis 4 ans et que ce qu'on a pu observer, c'est qu'on ne sait pas vraiment communiquer, puisque dans notre langage, les mots qu'on utilise, en fait, finalement, sont très porteurs de violence. Même des choses très insignifiantes, ça va très très vite, en fait. Dans ce que l'autre va ressentir, dans ce que l'autre va interpréter, ça va aller très très vite. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir un petit peu sur ça, sur notre façon d'exprimer les choses, reprendre chaque mot, revoir un petit peu comment et changer aussi de vision du monde et voir que l'autre est un être humain, a des sentiments, a des besoins et faire aussi avec ça. Donc revenir un petit peu plus sur notre humanité et vraiment prendre soin de parler de nos sentiments, de nos besoins, comment faire des demandes claires, comment sortir de nos jugements en faisant plutôt des observations, parler des faits et pas de nos jugements. Vous voyez, il y a toute une dynamique en fait qui est assez finalement complexe, alors que le processus en lui-même est assez simple. Alors, simple, hein, comme vous le dites là, mais finalement c'est compliqué de ne pas parler de jugement. Et oui, alors c'est pas si compliqué, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on aura des jugements dans notre tête, ça c'est sûr. Par contre, on a vraiment une possibilité d'apprendre à ne pas les dire et de pouvoir quand même dire ce qui nous tient à cœur, mais pas en faisant sentir à l'autre qu'on est dans le jugement en fait.
on va partir vraiment, je vais vous donner un exemple, au lieu de dire à l'autre, mais t'es vraiment un idiot, franchement, de faire ce que tu fais là tout de suite, et bien peut-être qu'on va revenir sur, voilà, quand tu fais ça, ben, tu vois, moi je me sens vraiment agacée parce que j'ai tellement besoin de partage, par exemple. Est-ce que tu serais d'accord que dans la suite de ce qu'on a à faire ensemble, est-ce que tu serais d'accord pour faire ça, ça ou ça? Vous voyez, en fait, on part plus du tout sur tu es ceci ou tu es cela, ou on va vraiment sortir en fait de nos jugements et revenir à des choses plus concrètes et essentiellement aussi se relier aux sentiments et aux besoins en fait. Parce que, moi, quand on vient me parler des sentiments et des besoins, il y a quelque chose qui résonne en moi. Je me reconnecte à quelque chose de l'être humain en fait. Et là où c'est dangereux, c'est effectivement quand... Alors vous parlez de formation tout à l'heure. Comment ça se passe les formations ? Alors les formations, donc là on fait venir des formateurs certifiés sur le territoire parce qu'on n'a pas encore d'autonomie ici sur le territoire, donc il n'y a pas de formateurs certifiés. Donc quand on fait venir les formateurs certifiés, on a des modules de base, il y a des modules d'approfondissement qui sont proposés. Ou la conférence comme celle de ce soir. Et puis quand les formateurs certifiés ne sont pas là, on a des formateurs locaux qui proposent des découvertes de la communication non violente. On appelle ça le dialogue pacifique. Alors ce sont des formations payantes. J'ai vu sur votre compte Facebook que certains internautes se demandaient pourquoi ces formations sont payantes. Et 45 000 francs pour un module, ça a l'air un peu cher. Donc du coup, pourquoi elles sont payantes ? Alors elles sont payantes parce que voilà, ce sont des formateurs qu'on fait venir là du Québec. En l'occurrence, ça fait 2 ans qu'on fait venir les formateurs, donc on les a fait venir de France, du Luxembourg, de Belgique. Donc il y a un coût à tout ça. Mais au-delà du coût de leur venue, on a également en fait le module en lui-même. C'est quand même très intense. Là aujourd'hui, les formateurs animent la plupart du temps à 2. On a 38 participants, donc c'est quand même assez colossal. Et puis voilà, la CNV c'est un brevet déposé, chaque formateur certifié redonne une partie au Centre international de la communication non violente pour aussi diffuser cette approche. Donc vous voyez, il y a toute une dynamique autour de ça qui fait qu'on arrive à ces tarifs-là. Et après, l'association propose des étalements de paiement, mais autant que les gens veulent en fait. Donc on essaie de faciliter ça en tout cas. Et pour terminer, dans quelques minutes, vous allez organiser une conférence au Rex. Alors quel est le programme pour finir cet entretien ? Alors le programme, ça va être une découverte de la communication non violente, pour vraiment que les gens qui ne connaissent pas du tout puissent savoir ce que c'est. Mais ils vont également parler de la dynamique du couple, parce que ce sont des formateurs qui sont en couple. Et donc ils peuvent partager de comment ils arrivent à faire vivre ce processus à l'intérieur de leur relation intime. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant ce soir. Merci Betty Brunet d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Donc la conférence sur la communication non violente, c'est dans une demi-heure au Rex. J-2 avant la fête nationale du 14 juillet. Aujourd'hui, on se prépare pour la grande fête. C'est le cas des militaires des forces armées de Nouvelle-Calédonie. Dans une demi-heure, la circulation sera fermée à Nouméa. Nous sommes en direct avec Falaye Wedjo. Bonsoir. Bonsoir Elise, oui, là, dans une demi-heure, la circulation sera modifiée ici aux alentours de l'avenue Maréchal Foch. Circulation modifiée en raison de la préparation du défilé militaire qui aura lieu à peu près vers 20h. Les militaires sont déjà sur place et on commence à prendre leur marque. Et puis j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés commandant Paul Nobili des forces armées de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, combien d'hommes et de femmes militaires défileront ce vendredi? Donc cette année, le défilé militaire sera composé de 3 parties. En fait, nous aurons un détachement à pied pour lesquels nous aurons 450 personnes, un détachement motorisé qui comprendra une 50aine de véhicules et un détachement monté en fait avec 8 chevaux du PSIC, du peloton de sécurité intérieure à cheval de la gendarmerie nationale. D'accord. Qu'est-ce qui va changer par rapport à l'année dernière? Alors, les modifications principales portent essentiellement sur le défilé à pied. Donc cette année, contrairement à l'an dernier, le défilé sera ouvert pour une musique de vétérans australiens, les Bagpipers, qui étaient déjà présentes en 2014-2013. Les nouveautés aussi se situent au niveau de la police municipale, qui pour la première fois participera au défilé à pied. Nous aurons aussi la chance d'avoir la présence d'une délégation d'une 15aine de personnes d'un bâtiment néerlandais, c'est le patrouilleur de haute mer Otago, qui sera en escale à Nouméa à compter du 13 juillet. Et comme tous les ans, le défilé à pied sera clôturé par le RSMA de Koumak, qui défilera en chantant. D'accord, là ça fait beaucoup de monde. Là pour les préparations, qu'est-ce qui est le plus important à régler?
Donc nous, les répétitions sont vraiment essentielles, vitales en fait, pour garantir la réussite, le succès de la cérémonie et notamment le défilé en fait. Donc là, les répétitions vont durer entre 3 et 4 heures. Nous allons débuter par la mise en place des troupes ainsi que le marquage au sol. Ce sont des phases nécessaires pour gagner du temps, pour être à l'heure le jour J en fait. Et après, nous allons dérouler l'ensemble des phases de la cérémonie. Donc la cérémonie, pour faire simple, débute avec l'arrivée des autorités, le rang protocolaire qui arrive. Après, le commandant des troupes fait la revue des troupes. Il y aura une phase avec des remises de décorations. Et après, on verra le cœur de la cérémonie, donc le défilé. Donc tour à tour, les troupes à pied, montées et motorisées, passeront devant nous, on les critiquera. Et voilà. Il a commencé à pleuvoir. Si vendredi il pleut, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, il y aura le défilé. On s'adaptera en fait. On fera avec, qu'il pleuve ou qu'il vente. D'accord, et on peut rappeler juste l'heure? Donc le défilé, c'est vendredi matin à 9h, donc avenue Maréchal Foch. Parfait, ben voilà, Élise, tout est dit. Et puis on se retrouve donc vendredi pour le défilé. Merci Fala Youedjo pour toutes ces informations. Et justement, pour cet événement, se prépare également les lancements des feux d'artifice. Et pour que tout se passe dans les normes, la gendarmerie doit faire quelques vérifications. C'est la suite de notre feuilleton consacré aux feux d'artifice. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport au dispositif? Non, toujours le même. Aussi bien le dépôt en lui-même, c'est-à-dire le stockage, et puis après les équipements qui sont autour, non, ça n'a pas évolué. Voilà. Tout ce qui est contact téléphonique, tout ça non plus. L'exploitant, oui. La société de surveillance. Non plus, ça n'a pas changé. Si ça n'a pas changé, on va peut-être aller sur site. Allez, très bien. Rien n'a changé depuis le dernier contrôle de ce site effectué l'an dernier par la gendarmerie. Ici est stocké le seul chargement de feux d'artifice du pays. Sur place, un dock et 14 conteneurs où l'on peut stocker jusqu'à 31 tonnes de marchandises explosives. Chaque année, un contrôle de routine est effectué par la DIMINC ou la gendarmerie. Normalement, s'il y en a 7 dans celui-là. 2, 3, on est à 7. Ça peut être des contrôles de police administrative, donc là on va vérifier si la réglementation, si les arrêtés sont effectivement bien respectés. Ça peut être du contrôle, ça porte également sur des prescriptions techniques, à savoir si la société, si l'entreprise et les dépôts sont à proximité d'habitations, de voies publiques. Et après, on va contrôler si la matière active détenue correspond bien à la matière active effectivement déclarée sur les registres. L'accès au site est bien sûr fermé, sécurisé et protégé par des alarmes et des caméras de vidéosurveillance actives 24 heures sur 24. À ce jour, aucune intrusion n'est à déplorer, si ce n'est celle de visiteurs inattendus. Bon, enfin, ce que j'allais vous dire, on est plus embêté par les oiseaux qui arrivent après. Et ça vous déclenche les alarmes toujours? Je présume que c'est ça qui déclenche les alarmes, parce qu'en vidéo on voit rien du tout. D'accord. Enfin, ça parle rien du tout. L'inspection se poursuit à l'extérieur avec le contrôle des alarmes. Si là c'est bon. Donc là on a coupé le faisceau. Ouais. Pour moi. Et si quelque chose ne va pas, c'est quoi? Il y a des sanctions? Qu'est-ce qui se passe? Tu rappelles alors? Voilà, oui, mais bien sûr, si on constate de sérieux manquements, évidemment, on va faire en sorte que ce soit corrigé dans les meilleurs délais. Alors là, étant donné la quantité détenue, on a trouvé une erreur de 1 sur un article, c'est ce qui est infime, quoi. Je veux dire, on a affaire à un stock qui est très 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 bien tenu, avec un inventaire suivi, donc c'est un contrôle qui se passe très bien. Au plaisir. Merci, à vous aussi. Bon, peut-être l'année prochaine. Ok. Plus besoin de parabole pour recevoir les offres. Ceci grâce à une connexion Internet. Le Cube est le nouveau produit de Canal+. La société l'a présenté ce matin. Écoutons les précisions du directeur de Canal+, Frédéric Brochard. Ici, ça a mis plus de temps parce qu'on a voulu faire une première technologique pour le groupe Canal+, qui n'a pas été fait aux Antilles à La Réunion. On a voulu que le contenu soit accessible dans un serveur de cache local qu'on a mis en place avec le partenariat de l'OPT. Et donc, lorsque vous connectez à ce cube pour regarder des films ou des séries, eh bien, vous n'allez pas chercher le programme à Paris ou je ne sais où dans le monde, mais vous allez chercher le programme
à l'OPT dans le serveur de cache Canal+, qui a été installé dans les infrastructures de l'OPT. Et ça, c'était une première mondiale qui n'a pas été faite aux Antilles et à La Réunion et que nous voulions absolument avoir ici, car il est important, on sait que l'Internet calédonien et la liaison internationale est coûteuse. Et donc, pour pouvoir économiser, on a voulu ramener le contenu au plus près de l'abonné, ici à Nouméa. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.